sur justement la prise en charge holistique du patient dans tous les aspects du fardeau que représente sa pathologie. Donc merci encore et puis merci à vous tous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un micro ici, que je vous laisserai vous partager. Il y a un risque que vous commenciez. Alors, je le mets là. On ne sait jamais. Hein. Merci en tout cas de votre invitation, Marie-Claude, à partager ce moment avec vous. Oui, dans les objectifs de la grande réforme espérée du système de santé, il y a la prise en compte de 3 parcours. Il y a le parcours de soins dont nous avons parlé tout à l'heure, le parcours de santé, et puis il y a le parcours de vie. Et on va peut-être constater quand même que ce matin, on va parler de parcours de santé, mais que le parcours de vie n'est quand même pas très très loin. Et c'est vrai, comme l'a dit sa présidente, la fédération attache une très grande importance à ce que l'accompagnement des patients ne se réduise pas à cette dimension de l'approche exclusivement médicale. Et pour en parler ce matin, donc, nous avons 5 femmes totalement impliquées au quotidien auprès des patients. Alors, est-ce que je vous laisse vous présenter chacune, peut-être? C'est plus sympathique. Alors bonjour, je suis Wafa Chabi, présidente de l'association Enfants de la Lune, qui est une maladie génétique rare. Bonjour, je suis le docteur Abulius et je suis médecin expert handicap à la CNSA. Bonjour, je suis Sylvie Coé, psychologue clinicienne à l'hôpital Larrey. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous, je suis Anne Audouze, présidente de l'association Ictios France. Bonjour, Hélène Dufresne, chef de projet socio-éducatif en dermatologie pédiatrique à Necker, assistante sociale de formation depuis 2005. Merci. Alors on va essayer de répartir un peu, de manière un peu équilibrée cette table ronde qui dure 1 heure en 3 temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et dans un premier temps, moi j'aimerais bien qu'on écoute les représentants de malades sur le quotidien, le vécu. C'est quoi finalement vivre au quotidien avec une maladie dermatologique ? Les freins, les obstacles. Peut-être Wafa, voulez-vous commencer ? Alors, déjà, je voudrais remercier Christine pour la présentation. Moi, je me suis dit, cette présentation, il faudrait la mettre à chaque dossier MDPH, en fait, parce que c'est très complet sur les retentissements au quotidien. Et c'est un peu tout ce que vous avez présenté, effectivement. Il y a l'aspect médical, il y a une très bonne prise en charge sur le suivi dermato, en tout cas concernant ma pathologie, le suivi dermato, ophtalmo, etc. Et ensuite, c'est tout ce qui est impact au quotidien qu'il faut effectivement bien mettre en lumière. L'impact, il est sur toute la famille. Il est concernant ma pathologie, un isolement en fait qui peut très vite s'installer si on ne prend pas tout de suite les bons réflexes. Ne pas se laisser justement impacter par la maladie. Les impacts sont également sur des petites choses sur lesquelles on n'imagine même pas, c'est-à-dire moi j'ai une fille qui a 13 ans, donc l'année prochaine elle est en 3e, elle a son stage de 3e à faire, je suis déjà dans une méthodo, ok on va repérer les endroits où elle pourrait faire son stage, qui accepterait de prendre un élève en 3e, et en plus il faut que ça l'intéresse, donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Je vais peut-être laisser la parole... Mais je vous ai entendu d'ailleurs, par exemple, râler un peu dans le passé sur des questions d'écran, par exemple. Non ? Des écrans. Je ne sais plus. Il n'y avait pas un combat que vous meniez pour avoir des écrans avec des lumières, des filtres, etc. C'est pas grave, on en parlera. Ouais, je ne sais plus. Mais on avait parlé il y a 1 an ou 2. Et je note que apparemment je râle. Des filtres. Voilà, des filtres de protection, oui. Oui. C'est pas les écrans, c'est les filtres de protection. Les filtres de protection. Oui, oui, oui. C'était un sujet, par exemple, au quotidien sur les maladies. Oui, c'est-à-dire que nous, c'est vrai que l'impact, si vous voulez, on ne va pas attendre que la prise en charge de tous ces aspects financiers, enfin tous ces aspects de filtres qui ont un certain coût, c'est l'association qui va le prendre en charge parce qu'au plus tôt on met en place cette protection de la peau, au plus tôt l'enfant est protégé et on gagne des mois et des mois de protection. C'est vrai que si on attendait de faire le dossier, d'attendre les réponses, les notifications MDPH, on pourrait perdre facilement 1 an ou 2. Et donc là-dessus, l'association, elle s'investit et elle finance les filtres. C'est un coût de entre 2 000 et 3 000 euros sur ces filtres-là. Voilà, il me semblait bien. Merci Georges pour la précision. Anne,
Qu'en est-il ? N'hésitez pas à la fois, ce qui est très intéressant, c'est que vous prenez du recul par rapport aux pathologies que vous représentez en vos associations, mais n'hésitez pas à prendre des exemples très concrets aussi. C'est ce que vous venez de faire. Oui, alors pour notre pathologie, l'ichthyose, c'est vrai que c'est mal connu comme beaucoup de maladies rares. Et il y a beaucoup de progrès à faire encore, même si ces dernières années, il y a eu beaucoup de choses de faites. C'est mal connu et du coup, les gens n'ont pas idée de ce que ça implique au quotidien. En ça, il faut vraiment que chacun s'interroge parce que pour la famille, c'est très très lourd, mais pour l'enfant, et merci Christine encore, vraiment le PowerPoint était super, il y a vraiment un impact et l'impact, il est sous-estimé. Donc sous-estimé pour l'enfant, sous-estimé pour les parents, et les parents sont assez démunis, d'où l'importance aussi des associations. Et donc voilà, c'est assez important. On a des problèmes du quotidien. Par exemple, je prendrais pour ma part, c'est ma fille qui est atteinte, et quand elle était au collège ou au lycée, en fait, le professeur de sport lui disait allez, tu peux mieux faire. Mais est-ce qu'on demanderait à un gamin qui est en fauteuil roulant d'aller courir un 100 mètres ? Jamais. Et là, pour cet enfant, qui avait des difficultés à la marche, qui était très inflammatoire, très rouge, on lui demandait de se surpasser alors que déjà elle faisait beaucoup d'efforts et que c'était compliqué. En plus, donc, elle avait beaucoup de soins, des soins chronophages, donc lever le matin 2 ou 3 heures avant d'aller à l'école pour pouvoir faire ses soins. Il y a bien sûr de la fatigue. Et tout ça, les gens qui ne le vivent pas au quotidien n'ont pas idée, comme on le disait aussi pour les machines à laver et ainsi de suite. Donc beaucoup de problématiques à gérer, plus de la fatigue, plus tout ce qu'on a évoqué ce matin aussi pour le parent. C'est dur de faire le deuil de l'enfant parfait. Et puis, il faut prendre en compte les besoins de son enfant, mais pas s'oublier aussi. Et ça, c'est très, très compliqué à faire. Voilà. D'accord. Donc il y a bien une dimension largement au-delà du médical, ce que disait le professeur Baudemer tout à l'heure, sur le quotidien. Vous vouliez intervenir ? C'est une maladie de peau génétique. Donc il y a 60 gènes à peu près aujourd'hui qui ont été recensés. Donc il y a beaucoup de formes. Il peut y avoir une peau très rouge, inflammatoire, donc une peau très sèche qui demande beaucoup de soins. Il peut y avoir des infections cutanées, il peut y avoir des crevasses, des fissures, des bulles. Donc voilà, beaucoup de soins, une peau très fragile. Certaines personnes ne supportent pas du tout le soleil, donc il faut aussi se protéger, mais ne supportent pas forcément les crèmes, les écrans solaires. Donc ça peut piquer, ça peut brûler, les crèmes peuvent faire mal. Donc Christine l'a évoqué aussi tout à l'heure. Les soins peuvent faire mal, et ça c'est vrai que pour le parent et pour l'enfant c'est très très compliqué à vivre. Merci. On constate donc un grand écart parfois entre la description de sa maladie par le patient, par la famille du patient, et la compréhension que peuvent en avoir les institutions, l'école, le monde du travail, on en parlera. Et la fédération, je pense, a mené toute cette année 2022 un travail assidu, notamment avec la CNSA. Et on peut peut-être partir pour ce volet plus social de l'accès en fait, au MDPH et à ce fameux dossier MDPH, parce que je trouve que c'est un très bon exemple, de ce grand écart en fait, de compréhension. Je sais pas, Joël, est-ce que vous souhaitez démarrer sur ce thème ? Merci. Alors effectivement, donc juste pour resituer, la CNSA dans ses différentes missions a un travail d'harmonisation des pratiques des MDPH. Donc il y a une MDPH par département. Et donc du coup, on peut déposer un dossier dans le département où on vit.
Et donc, dans ce dossier MDPH, vous savez qu'il y a le formulaire de demande et le certificat médical, entre autres pièces obligatoires. Et cette année, nous avons travaillé ensemble, donc avec la Fédération française de la peau, donc avec Anne, avec WAFA, DMDPH, sur un document complémentaire qui est facultatif, qui ne serait pas obligatoire, pour apporter d'autres éléments à la MDPH afin qu'elle puisse évaluer au mieux le retentissement de la maladie de peau de la personne. Et donc, on a eu différents groupes de travail tout au long de l'année. Je pense que le document est finalisé et va bientôt être diffusé, qui sera du coup toute la question de l'information auprès des familles pour qu'elles puissent avoir accès à ce document, le remplir, faire le lien avec leur médecin pour qu'il soit rempli au mieux, que les MDPH aussi le connaissent et puissent se l'approprier. L'idée étant d'apporter des informations complémentaires au certificat médical pour que l'équipe pluridisciplinaire puisse avoir toute la notion du retentissement. Parce que la MDPH va évaluer le retentissement de la maladie dans la vie de la personne. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça va faire au quotidien pour la personne ? Sur tous les plans, l'impact dans la vie sociale, dans la vie scolaire, sur le parent qui doit arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant, etc., etc. Et on a vraiment affiné les questions en ce sens pour qu'il y ait une cohérence entre ce que les familles vivent et ce que la MDPH peut avoir ensuite comme information pour pouvoir le traiter et du coup apporter des réponses appropriées. Donc ce document, cette fameuse fiche peau, elle va sortir, là, elle est prête, ce que vous dites. Alors moi, j'avais quand même été saisi quand on m'avait dit qu'il y a une version, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais qui datait de 1917. C'est Alors, ça ? en fait, je pense que vous parlez du guide barème. Donc, du coup, en MDPH, on a plusieurs outils réglementaires qui sont utilisés pour évaluer. Et le guide barème est un outil qui est l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles et qui permet de fixer le taux d'incapacité. Vous connaissez peut-être, donc il y a les 3 fourchettes de taux, moins de 50, entre 50 et moins de 80 et plus de 80%. Et effectivement, ce guide barème, il est issu du guide des anciens combattants de 1917. Il avait été retravaillé à la fin des années 80, puis ensuite il a été remanié au niveau de l'introduction et du chapitre 6. Et donc dans le projet de notre COJ, on va remanier ce guide barème. Je devance peut-être une question, mais en tout cas on va remanier ce guide barème. Je ne peux pas vous donner une temporalité là, mais c'est prévu là dans les 2, 3, 4 prochaines années de le remettre au goût du jour et de pouvoir du coup correspondre à la réalité du quotidien des personnes. On peut rester une seconde là-dessus, c'est-à-dire que le handicap peau sera enfin pris en compte alors qu'il était très très imparfaitement jusqu'ici. Alors peut-être qu'on peut dire aussi que les informations n'étaient peut-être pas assez explicites ou le retentissement n'était peut-être pas suffisamment expliqué dans les dossiers. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, ça puisse répondre du coup à la demande des différentes personnes et répondre à une réalité et de le considérer peut-être autrement, effectivement. D'accord. Hélène, j'aimerais bien continuer avec vous. Parce que je vous ai entendu dire que ces maladies mènent à des situations précarisantes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, alors je vais juste me permettre d'ajouter un petit point sur la MDPH, si ça ne vous dérange pas. En dehors de l'ajout de ce nouveau formulaire, d'un feuillet du formulaire qui va probablement apporter beaucoup de choses, je pense que j'ai vraiment envie de rappeler que l'essentiel, c'est surtout la qualité du remplissage du dossier, parce qu'on peut rajouter toujours des documents. Ce qui est important, c'est que le premier dossier MDPH soit correctement rempli. Et pour cela, finalement, il y a des démarches à faire, et ce n'est pas si simple, qui commence déjà par un certificat médical. Vous n'imaginez pas combien les médecins de mon service reçoivent de certificats par la poste, avec toujours des demandes urgentes. C'est-à-dire que, sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus les dossiers médicaux dans nos services. Ça veut dire qu'il faut faire des demandes pour faire sortir les dossiers, que les dossiers soient déposés sur les bureaux des médecins, et qu'on n'a parfois pas vu les patients depuis 6 mois, 1 an, voire plus.
comment est-ce que vous pouvez imaginer que les dossiers puissent être bien remplis quand on n'arrive pas à obtenir des consultations dédiées au remplissage du dossier MDPH? Pareil pour la partie administrative, on peut bien imaginer que si la famille est accompagnée par un travailleur social pour remplir le dossier, ce sera probablement facilité. Il n'y a quasiment plus d'assistante sociale en dermatologie hospitalière en France. On parlait tout à l'heure de la raréfaction des différents métiers, mais alors en ce qui concerne mon métier, c'est une catastrophe. Les écoles ferment, donc ça risque d'être bien plus difficile en 2030 et au-delà. Ça me semble important de le défendre. Et puis aussi la temporalité. Ça veut dire que le premier dossier MDPH, il est majoritairement rempli à la suite de l'annonce du diagnostic, souvent rapidement dans les maladies rares, puisqu'il y a des dépenses, comme l'a dit Wafa, qui sont importantes et qui sont des dépenses dites de sécurité. Ça veut dire que la famille vient d'apprendre, de connaître le diagnostic. Il est aussi très difficile d'envisager, d'aborder avec une famille l'ensemble des retentissements, des impacts sur l'enfant et la famille à peine 2 semaines après l'annonce d'un diagnostic. On l'a fait, en tout cas il y a une dizaine d'années dans le service, c'est comme ça que je pratiquais. C'est probablement pas la meilleure des idées parce que ça veut dire une annonce de diagnostic et un entretien de dossier MDPH qui est vécu particulièrement difficilement par les familles et on comprend pourquoi. Alors à quel moment le faire? Je pense que c'est vraiment aussi une réflexion à avoir et oui, les MDPH veulent connaître les retentissements, mais est-ce que les familles sont prêtes à les entendre à ce moment-là? Donc comment est-ce qu'on peut travailler sur ce sujet? Voilà, je ferme la parenthèse pour les MDPH, elle était un peu longue, mais ça me semblait important. Oui, en ce qui concerne la précarité, moi je voulais aborder quelques points. Un qui me tient particulièrement à cœur, c'est la situation des aidants, qui sont donc souvent les parents, mais aussi les grands-parents des enfants. Et en particulier pour les parents, les mères qui majoritairement réduisent ou arrêtent leur activité. Il y a des maladies prises en charge dans le centre de référence comme l'épidermolyse bulleuse où c'est très présent. En moyenne, 89% des mères arrêtent leur activité professionnelle et se posent alors la question de la précarité et de la dépendance à leur conjoint, par exemple, financièrement, mais pas uniquement. Il y a aussi la question de la réinsertion après la désinsertion professionnelle. C'est-à-dire qui va accompagner ces mères à reprendre une activité professionnelle quand les prestations sociales, comme la MDPH, vont diminuer parce qu'à l'entrée à l'école, les prestations diminuent ou parfois plus tard, quand l'enfant sera adolescent ou jeune adulte. Quels sont les professionnels compétents, dédiés à accompagner ces mères dans la réinsertion professionnelle? C'est pas le cas du Pôle emploi, pour les avoir contactés. Nous, dans nos services, je ne sais pas si on peut imaginer travailler sur ces aspects-là, mais c'est une vraie question et une vraie problématique jusqu'alors finalement assez peu identifiée et peu évoquée. Je vous interromps juste un instant à ce stade. Il y a une loi récente qui date d'il y a 1 an sur la réforme de la santé au travail, qui est maintenant la santé et la prévention au travail. Est-ce que les services de santé au travail, les médecins du travail, vous avez le sentiment qu'ils sont sensibilisés aux maladies de peau ? Alors, je pense assez peu, et encore moins quand c'est les parents du patient qui sont concernés. C'est-à-dire que pour échanger de temps en temps avec des services adultes, peut-être que de temps en temps, la médecine du travail pour un patient atteint lui-même d'une maladie de peau, qui quand même sont souvent méconnues, donc avec peu d'intervention, mais quand ce sont les parents d'un patient, en tout cas, moi, dans mon exercice, j'ai jamais eu un médecin du travail au téléphone pour on revient dans la logique de l'aidant, en fait. C'est plutôt sur la reconnaissance du rôle d'aidant dans le milieu du travail qui doit être pris en compte. C'est ça. Et l'autre difficulté auquel, à mon avis, il faut faire attention, c'est la santé des parents. On a pu s'apercevoir dans différentes recherches menées par le service que souvent les parents vont être moins attentifs à leur propre santé, alors que, comme l'a cité tout à l'heure professeur Baudemer, nous avons besoin des parents et majoritairement pour certaines maladies, ils deviennent les soignants de leurs enfants. Et on sait bien que la santé passe aussi par la prévention et que souvent, parce que la charge
est extrêmement importante au domicile, la préoccupation aussi. Il y a très très peu de prévention dans la santé des parents, avec des chiffres accablants, par exemple sur la rééducation du périnée pour les mères d'enfants atteints d'épidermolyse bulleuse, et pour les soins dentaires, par exemple, en tout cas pour tous ces soins de prévention qui sont essentiels. En vous écoutant et en faisant le lien avec ce qu'on a entendu ce matin, finalement, on parle du parcours santé, parcours de vie, finalement, les deux sont quand même très très liés, mais du malade lui-même, de l'aidant, sa famille, ses proches, et puis aussi des soignants. C'est ce que j'entendais ce matin, ces freins liés aux aspirations des soignants dans l'accompagnement des malades. Il y a ce parcours de vie des soignants aussi qui entre en ligne de compte. Ce n'est pas une question, c'est une remarque, mais je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, parce que vous en faites partie. Si, pour l'hôpital, oui, je pourrais en dire un petit mot, mais aussi dans les ruptures de prise en charge, parce que c'est un peu le sujet, le parcours de soins, on s'aperçoit aussi qu'il y a des périodes de rupture de prise en charge qui sont fréquentes, en particulier sur les changements, par exemple sur l'école, entre le primaire et le secondaire, et alors l'entrée à la fac, on n'en parle même pas, ça génère énormément de ruptures de prise en charge, mais aussi des ruptures de prise en charge qui sont finalement liées à la difficulté d'avoir des équipes pérennes. Ça veut dire que les équipes ont des difficultés à rester en place plusieurs années auprès d'une même famille. Alors, probablement aussi il y a une certaine forme d'épuisement. On voit bien que, par exemple, pour les professionnels libéraux, quand on arrive à trouver, ce qui est extrêmement rare, des cabinets infirmiers où elles sont plusieurs, ça tient plus longtemps que quand c'est une seule personne. Donc probablement aussi lié à la charge émotionnelle que sont ces soins, parfois. D'accord. Est-ce qu'on se permet de prendre 2 questions, pas plus? J'ai vu 2 mains qui se levaient tout à l'heure. Madame, sur ce volet, avant de passer au volet plus psychologique, de dimension psychologique de ces maladies. Oui, bonjour. Alors moi, je suis atteinte du vitiligo, donc depuis l'âge de 12 ans. Et ce qui me chagrine un petit peu dans ça, c'est que l'employeur, on parle vraiment de beaucoup de choses, mais l'employeur, moi, m'a pénalisée. Donc j'ai été licenciée j'ai été licenciée à cause de mon vitiligo. Aujourd'hui en procès. Et ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a eu une stigmatisation. Donc en fait, j'avais, si vous voulez, pour me soigner, je faisais des UV en cabine j'ai fait ça pendant 20 ans pour soigner mon vitiligo. Donc il s'est très bien soigné avec la prise de psoralen, de la méladinine en fait. Et j'avais 2 jours où j'allais tous les jours au dermatologue, donc ici à Porte-Maillot, avec le docteur Jean, qui est pas loin. Et donc je travaillais dans un bureau de poste qui était très très loin de Paris. Donc je faisais mes séances d'UV 2 fois par semaine, entre midi et 2, pour pas déranger, si vous voulez, mon employeur. Donc ils n'étaient pas au courant, ça ne se voyait pas. J'ai un vitiligo qui n'avait pas très évolué à l'époque. Et donc, ça ne se voyait pas. Donc, j'ai eu mon 90% en avenant de travail. C'est moi qui l'ai décidé. J'ai perdu 200 € de salaire. Et à un moment donné, il y a une réorganisation au bureau de poste. Et on nous a dit, terminez les 90% en conseiller financier, vous passez à 100%. Donc là, j'ai dit non, je ne peux pas. J'ai des séances à faire en d'UV. Donc on m'a demandé pourquoi, pour quelles raisons. Donc j'ai décrit ma maladie. J'ai transmis des certificats médicaux. Et on m'a dit non, ça ne suffit pas. Tu repasses à 100%. J'ai dit non, je ne peux pas passer à 100%. Je suis très fatiguée. J'ai fait des allers-retours fausses entre midi et 2. Donc c'est très bouché au niveau de la... On m'a demandé de changer de dermatologue, sauf que ça fait 20 ans que j'étais avec le docteur Jean et je n'allais pas changer de dermatologue pour mon employeur. Donc là, j'ai eu un arrêt maladie à cause d'un début de dépression. Et là, on m'a dit, on m'a mis en mi-temps thérapeutique. La sécurité sociale m'a mis en mi-temps thérapeutique. Et elle a décidé de lancer une procédure d'urgence en RQTH, en reconnaissance travailleurs handicapés, pour qu'ils arrêtent en fait et qu'ils comprennent que ce que j'ai, le vitiligo ne se voit pas. Il ne me fait pas mal. Il est juste apparent.
ou pas apparent pour eux, parce qu'il aurait fallu que je me déshabille pour qu'ils voient que j'avais un vitiligo. Ils sont venus me voir dans le bureau de poste en me disant « Mais qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ?» J'ai dit « J'ai un vitiligo, je dois me soigner. » On m'a dit « Oui, mais bon, tu repasses à 100%, il n'y a pas de possibilité, dans l'agenda, ça ne passera pas. » Donc là, en fait, le RQTH m'a beaucoup aidée. Ils l'ont fait très, très, très rapidement. Je remercie le médecin de la Sécurité sociale, l'assistante sociale de la Sécurité sociale du 95 du Val d'Oise et le service RQTH, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Non, tu n'auras pas de RQTH pour un vitiligo. Ça n'existe pas. C'est pas une maladie, c'est rien du tout. Donc voilà, tu n'auras pas de RQTH. » Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur de ne pas l'avoir pour pouvoir un petit peu sortir de cette situation professionnelle. Et finalement, on me l'a donné et je l'ai à vie aujourd'hui. J'ai le RQTH à vie. Cependant, j'ai eu un harcèlement moral derrière. Parce qu'en fait, ils n'ont pas reconnu. Donc, j'ai demandé à garder mon 90%. La médecine du travail s'y est mise. La sécurité sociale s'y est mise. Mes dermatologues se sont mis à le demander. Et ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, on me dit que j'ai un vitiligo qui date de l'âge de 12 ans, au niveau des conclusions des avocats de la Poste, que je l'ai depuis 12 ans. Donc, c'est pas... en fait, c'est des poussées. Hein. Le vitiligo, c'est des poussées de stress. Et ils en font partie. Et là, ils disent non, on n'est pas du tout dans... On a bien fait le licenciement comme il fallait, alors que je n'ai pas voulu être licenciée. Et donc voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, même le RQTH, reconnaissance travailleur handicapé, n'a pas été, si vous voulez, ça n'a pas été vraiment reconnu. Il y a eu un harcèlement moral derrière avec, au mois de janvier, une demande de reprise après un mi-temps thérapeutique. On m'a dit ce sera... 90% à condition de bien-être au travail et résultats commerciaux. Ça a été mis sur un mail et ça m'a été envoyé. Merci pour ce témoignage, parce que c'est courageux de témoigner. Merci beaucoup, mais ça éclaire aussi beaucoup sur la situation et les lacunes. Et d'ailleurs, en préparant cette table ronde, je pense que c'est Anne qui avait dit que le fait que ce qui est invisible peut être tout aussi destructeur pour le malade que la maladie elle-même. Je ne sais pas si vous voulez témoigner là-dessus. Non, tout à fait, oui. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que les gens ne se rendent absolument pas compte de l'impact de la maladie et de ce que représente la maladie dans la vie. Là, on a un exemple et c'est vrai que c'est compliqué à vivre. Oui. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième main levée. On va peut-être continuer avec la dimension psychologique. Professeur Bodmer, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une douleur psychologique, vraiment qui est tout à fait tangible. Et Sylvie, en préparant encore une fois, j'avais noté quand même des choses assez fortes. Vous parliez de nécessité d'ouverture, d'empathie. Vous disiez aussi qu'en consultation, les patients deviennent leur maladie. C'est très fort, ça. Oui, alors, en fait, ça va être un peu difficile d'exprimer tout l'impact psychologique en quelques minutes. Mais ce matin, on prend le temps, allez-y. Ce matin, j'ai entendu plein de choses avec le professeur Bodmer, avec les interventions sur les impacts psychologiques de ces maladies sur l'estime de soi, l'image de soi. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Et effectivement, en fait, je vais répondre à votre question par rapport à ce que les patients peuvent me renvoyer. En fait, la crise Covid a fait caisse d'amplification sur la santé mentale. Et en fait, on a eu beaucoup de patients, pas forcément des patients qui ont des maladies dermatologiques, mais qui ont développé des dépressions. On est des êtres sociaux, on a besoin du contact avec les autres, on l'a reprécisé ce matin. Et alors, qu'est-ce qui se passe chez les patients qui ont une maladie dermatologique qui a entraîné le Covid pour ces patients-là? En fait, ces patients me disaient que justement... en fait, ça impacte tellement le quotidien. Alors, on parlait des douches le matin, se lever très tôt le matin, etc. Il n'y a jamais de répit pour ces patients-là. Donc, ils deviennent leur maladie. C'est des patients qui me disent, en fait, il n'y a aucun instant dans ma vie où je ne pense pas à la maladie. Elle est toujours là. J'aimerais bien pouvoir m'en débarrasser, mais elle est là. Et je ne peux rien faire pour ça. Donc, on voit effectivement qu'il y a des impacts... sur le versant professionnel, familial, la sexualité, je pense qu'effectivement, ça c'est un gros travail. C'est encore un sujet un peu tabou en France, alors que c'est tellement simple d'en parler. Et voilà, donc ça je pense qu'il y a un gros travail à faire.
Et on n'a pas du tout notion des stratégies d'adaptation que mettent les patients en place, alors que ce soit des adultes, des enfants, des ados, des parents, enfin les aidants aussi, pour justement essayer de s'adapter. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, mais... et en fait, cette suradaptation entraîne des coups psychiques très très forts qui amènent de l'épuisement, de la fatigue et des dépressions. Et donc c'est vraiment important, je pense que la prévention, c'est un outil fondamental parce que auprès des aidants, auprès des familles, auprès des professionnels de santé, pour sensibiliser sur ce versant-là. Ça, c'est la première chose. Je continue. Du coup, en fait, j'écoute tout le temps, donc du coup, je peux parler. Et du coup, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est d'un point de vue sociétal en tout cas, on est dans une société du visible. Il faut être, il faut qu'on... Enfin, voilà, on est sur Insta, sur Snap, dans les médias, enfin, il y a une surmédiatisation. Et c'est vrai qu'il faut... Pour être visible, pour être présent, en tout cas, il faut qu'on fasse attention à nous. Il faut dévoiler du soi, dévoiler de l'intime. Et du coup, ces patients, tout à l'heure le professeur Bodmer l'a bien dit, en fait, ils ont une enveloppe corporelle qui est altérée. Et du coup, c'est très difficile de se construire dans le regard de l'autre. On se construit dans le regard de l'autre, on a besoin des autres. Et c'est vrai que c'est difficile pour ces patients-là, quand ils ne sont pas bien soutenus, quand ils ne sont pas bien accompagnés, de réussir à comprendre, à se saisir de tous ces enjeux-là et de trouver sa place. Donc je crois que c'est important aussi, effectivement, dans la prévention, développer l'empathie auprès des enfants. Est-ce qu'il faut que ce soit fait dans les écoles ? Je sais qu'il y avait un psychiatre qui travaillait, Serge Tisseron, qui avait émis cette idée de développer l'empathie dans les écoles. Pourquoi ? Alors, parce qu'effectivement, finalement, la connaissance de l'autre, différent du soi, elle est vraiment fondamentale. Et voilà, donc je rejoins un peu ce que disait Anne tout à l'heure. En fait, la maladie dermatologique, ça ne fait pas que se voir. Il y a vraiment une dimension pluriprofessionnelle et plurisociale. Est-ce qu'il y a une notion de culpabilité ? Est-ce qu'il y a besoin de déculpabiliser parfois ou pas ? Oui, évidemment. Enfin, je pense que c'est important de soutenir ces patients parce qu'en fait, ils se sentent pas acceptés. Et du coup, comment trouver sa place dans cette société ? Donc, je pense que c'est plutôt à nous, professionnels de santé, peut-être, de former un peu... à la connaissance de l'autre et pas avoir peur de ce qui est différent. Il faut les rassurer. Hélène, je me souviens qu'on avait parlé de la notion d'isolement. Et je reviens, alors il y a la période Covid qui effectivement a renforcé, c'est ce que vous disiez les unes les autres, renforcé ce sentiment d'isolement. Pour certains l'ont vu comme une aubaine, le télétravail, rester chez soi, les cours en distanciel. Et à la fois, vous êtes auprès des patients, mais vous travaillez aussi sur la recherche, sur ce volet social, et sur cette notion d'isolement. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme recul là-dessus ? Oui, alors moi, c'était surtout, on en discutait par rapport à l'école, c'est qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un retard de prise en charge, avec un retard d'AESH, par exemple, à la rentrée, on va proposer aux enfants de manière systématique, parce que ça existe depuis le Covid, le distanciel. Et on a des enfants qui sont là encore, début décembre, en distanciel, parce que les prises en charge ne sont pas arrivées. Et ça semble poser problème à personne, puisque finalement, au départ, ça arrange un peu tout le monde, les écoles, parfois les enfants, qui ne sont pas obligés d'aller à l'école, les parents, mais ça génère bien évidemment un isolement qui est important. On sait que dans ces maladies, il y a un risque de décrochage, en tout cas au minimum de démobilisation scolaire. On peut imaginer que d'avoir ces cours en 100% distanciel quand on est au collège ou au lycée, ça ne pourra que majorer le risque de décrochage, et que surtout, le numérique, c'est un outil. Il ne devrait pas être subi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il existe qu'on doit l'utiliser de manière systématique quand le reste ne fonctionne pas. Si la famille et l'enfant préfèrent, parce que l'enfant arrive mieux à apprendre comme ça, très bien. Mais ça doit être un choix de l'enfant et de la famille, validé par l'équipe médicale, et pas
pas quelque chose de proposé par l'Éducation nationale ou par la MDPH parce que les choses n'arrivent pas à se mettre en place. Je voudrais revenir à l'information des professionnels de santé, parce que ça a été aussi évoqué ce matin. Anne, d'après vous, quel serait le bon moyen et quel est le rôle peut-être des associations dans l'information des professionnels de santé sur ces maladies, sur ce vécu? Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau des médecins de ville. Voilà, mais même quand on invite des dermatologues, nous on fait des rencontres une fois par an, on a une journée. Ça nous est arrivé d'inviter les dermatologues, puisque en fait on tourne dans la France, donc voilà, et on s'aperçoit qu'en fait les dermatologues, quand on est présent dans la ville, ne viennent pas forcément nous voir. Donc on peut se poser la question. On aimerait avoir des échanges avec les dermatologues de ville, c'est évident. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors la filière fait un travail pour essayer d'augmenter la formation et l'information des médecins de ville, mais je pense que voilà, les dermatos ne se sentent pas forcément concernés parce que c'est, alors pour ma part, une maladie rare. Il y a cette dimension, effectivement, maladie rare, oui. Wafa, vous voulez rebondir là-dessus, sur le rôle que vous jouez en tant que représentant de patients dans l'information? Je pense, comme a dit Anne, déjà notre présence sur le salon dermato tous les ans, c'est important. Ça permet d'informer les dermatologues sur ce que propose, en tout cas pour notre cas, les actions concrètes de l'association, dans le sens de on filtre très rapidement pour justement éviter aussi cet isolement assez rapidement. C'est ça, c'est informer sur la maladie et pareil, comme Anne, on rassemble une fois par an, on invite également les médecins, les dermatos et Hélène aussi qui a participé cet été à nos rassemblements de famille, qui propose des ateliers et ça c'est très important qu'ils puissent rencontrer aussi les familles et les patients dans ce cadre-là. D'accord. J'avais compris, peut-être Joël, oui, que le droit commun aujourd'hui suffisait globalement et que c'était plus un travail peut-être soit de droit spécifique, soit de meilleure coordination, de prise en compte. Est-ce que le droit commun suffit aujourd'hui pour une meilleure prise en compte de la vie des patients? C'est une question très compliquée. Ça dépend des situations, ça dépend de chaque situation. Maintenant, pour répondre du point de vue purement MDPH, c'est vrai que la MDPH, elle va proposer, je vais citer ce qu'avait dit Madame Cluzel lors d'une conférence. Je reprends la phrase, c'est autant de droits communs que possible et que souhaité, mais autant de droits spécifiques que nécessaire. C'est-à-dire que le droit commun, est là et il ne faut pas l'oublier et le solliciter, mais que le droit spécifique doit pouvoir mis à contribution quand c'est nécessaire pour la personne. Voilà. Non, mais c'est important pour nourrir le plaidoyer de la fédération. Donc surtout, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a des questions, des témoignages dans la salle? On a quelques minutes, je crois. Professeur. J'ai juste une petite remarque dans tout ce qui a été dit là. Les défauts des autres peuvent devenir les qualités pour nous, c'est-à-dire les médias qui sont tellement durs, en fait, finalement, pour rejeter le collectif, pour rejeter la différence. Peut-être qu'il faut l'utiliser pour travailler à montrer justement cette différence via les médias. Par exemple, s'il y a des petits feuilletons, des choses comme ça, jusqu'à aller où il y a dans la classe, l'école, l'enfant avec son eczéma, mais quel type tellement sympa, banalisé, c'est un enfant comme les autres et on le montre. Voilà, il y a peut-être le moyen d'essayer d'approcher ce qui nous fait mal pour utiliser la force qu'il a, qu'elle devienne positive. Pôle emploi, la deuxième chose, Pôle emploi. Et là, peut-être qu'il faut travailler avec Pôle emploi pour les mamans. Il y a peut-être là toute une démarche à faire pour essayer d'avoir des programmes un peu spécifiques de réinsertion. Et voilà, il y a peut-être quelque chose à faire avec Pôle emploi. Est-ce qu'on a d'autres questions, des remarques, des témoignages, des questions que vous souhaitez poser, des idées, des pistes de travaux pour la fédération, pour la société de dermatologie? Il reste quelques minutes. Je ne sais pas si chacune veut
livrer un message principal. Qu'est-ce qu'on veut retenir aujourd'hui en fait sur cette notion de parcours de santé, de parcours de vie? Je voulais juste rajouter, comme on a travaillé sur ce fameux guide complémentaire pour les MDPH, on s'est aperçu, nous, pendant toutes ces sessions de travail, qu'en fait, on ne parlait pas le même langage avec les médecins conseils MDPH. Et effectivement, comme disait Hélène, remplir un dossier MDPH alors que le diagnostic vient de tomber, en fait, on n'a même pas idée des retentissements que va impacter en fait la maladie. Et tout ce travail qui a été fait, il a été vraiment très important et bénéfique, même pour nous. Et pourtant, ça fait 10 ans que je vis avec la maladie et j'en ai fait au moins, 6-7 dossiers MDPH. Je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne parlais pas du tout de mon quotidien tel qu'il fallait en parler et de l'impact et du retentissement. Et donc ça a été un travail qui a été très bénéfique parce que pour le coup, je vais transmettre tout ça aux familles et leur dire, voilà, quand vous faites votre dossier MDPH, vraiment décrivez votre quotidien et décrivez tout ce que vous ne pouvez pas faire. Et ce guide, pour donner quelques exemples, par exemple, est-ce que vous partez en vacances ? Nous, par exemple, on part en vacances, mais ça demande beaucoup de logistique et beaucoup d'anticipation. Il y avait donc effectivement, est-ce que votre matériel électroménager, vous le changez tous les 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Voilà, c'est des impacts sur lesquels, je pense, effectivement, on n'a pas idée de ce que peut avoir comme impact ce type de maladie. Oui, et je rajouterais même sur l'utilisation de l'eau, de l'électricité. C'est à la mode en ce moment, paraît-il. Donc pour les malades de la peau, c'est juste énorme. Au niveau des bains, au niveau des douches, au niveau des machines, au niveau même chauffer une pièce. On a des personnes qui ont du mal à réguler leur température, qui peuvent avoir froid en plein été. Voilà. Donc c'est des choses qui sont méconnues, c'est des choses essentielles. Et parfois, on a vraiment du mal à faire reconnaître, juste parce que quand l'enfant arrive, on ne sait même pas comment ça aurait été. Si on a déjà eu des enfants avant, mais moi, clairement, c'était mon premier enfant qui était atteint. Et j'avais pas idée de comment ça aurait pu être autrement que ça, puisque c'était mon quotidien. Et effectivement, avoir 2 machines à laver le linge dans un seul appartement, je ne l'aurais pas envisagé sans y être obligée. Voilà. C'est quoi la priorité maintenant ? Il y en a beaucoup, des priorités. Mais en tout cas, là, pour le mot de la fin, c'est vraiment la question de l'impact et de bien décrire dans le dossier MDPH, l'impact, et de bien avoir en tête aussi que la MDPH n'est pas la même chose que l'assurance maladie. Donc on n'y demande pas les mêmes choses et on n'aura pas les mêmes réponses. Et l'assurance maladie va avoir ses réponses et les MDPH vont en avoir d'autres et elles vont statuer sur le retentissement. Donc on peut avoir un même nombre de maladies qu'une autre personne, mais des réponses différentes, car le retentissement dans les vies sera différent. Donc je pense que c'est important de faire cette différence. Pour le mot de la fin, rapidement du coup... moi je pense que la parole des patients, elle est fondamentale. Elle est portée par les associations de patients avec lesquelles on travaille de façon étroite quand on peut, en tout cas sur les CHU, que ce soit à Paris, à Toulouse ou sur d'autres centres. Et je pense que la parole des patients, il faut vraiment la mettre au centre excusez-moi, je cherche mes mots. Je vais très tôt non, mais du débat, quoi. Il faut que les patients prennent la parole, témoignent. Et vraiment, c'est ce que fait la fédération ce matin. C'est vraiment l'objectif, et de sortir de cet enfermement purement médical qui est essentiel, qui est fondamental, mais la souffrance est derrière, quoi. C'est sur ce qu'on ne voit pas. Il vous revient la lourde charge du mot de la fin. Moi je pense que sur le parcours de soins et pour les maladies rares, mais pas que. L'essentiel, c'est la qualité. Donc, et pour la qualité, il faut du temps et des professionnels dédiés, mais aussi des professionnels formés. Et qu'on est en ce moment dans une période où il y a, si je peux me permettre l'expression, une sorte d'empêchement de la qualité dans nombreux de nos secteurs, et qu'il faut réussir à s'accorder tous ensemble à maintenir tant que possible la qualité, et donc se donner les moyens, même quand on ne nous les donne pas,
d'essayer toujours de se dire que chaque patient mérite cette qualité de prise en charge et donc de prendre le temps de faire les choses comme on sait les faire. Merci beaucoup.